lorsqu'on parle de la première femme, puis on a tendance à dire qu'elle doit préparer la place pour celles qui vont venir. Mais lorsqu'on vient de dire qu'une fois que cette femme-là passe la porte, on a mis une deuxième clé, c'est refermé Oui. doublement pour empêcher les autres femmes. Parce que là, on reste en politique. C'est sûr qu'on veut parler de politique américaine, mais on va parler de 2022, ce qui est arrivé à Mme Anglade. On a vu, c'est la première femme noire qui était devenue chef d'un parti politique québécois. Puis, on a vu tout ce qui se passait dans les médias. On a vu ce qui se passait dans son entourage. Puis on s'est dit, mais OK, Madame Anglade, en tant que femme noire, elle a vécu ça, mais est-ce qu'il y a une autre femme noire qui va oser? Parfois, on se pose la question. Mais oui, parce qu'avant Dominique Anglade, il y a d'autres femmes noires qui ont vécu d'autres choses. Elle n'a pas pour autant dit, tiens, parce que d'autres ont eu de la difficulté ou ont échoué, moi, je ne me présente pas. Non, je veux dire, Dominique Anglade a toutes les compétences qu'il faut pour devenir première ministre du Québec. Et puis elle était à la bonne place, peut-être au mauvais moment, d'accord, mais elle était à la bonne place. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est arrivé dans le cas de Dominique Anglade, c'est qu'il n'y a pas eu de course à la chefferie du Parti libéral parce que cette course-là devait se faire en pleine pandémie. Oui. Or, cette course-là l'aurait certifiée, d'accord? Donc, c'est comme si ça l'avait handicapé par le fait que les circonstances ont fait que son adversaire s'est démis. M. Cusson s'est démis. Et donc ça, il faut le mettre là-dedans. Dans le contexte. Mais c'est pas parce que Dominique n'avait pas les compétences. C'est tout simplement que ce contexte-là fait qu'elle n'a pas été capable de mesurer l'appui réel qu'elle avait dans le parti. Ça aurait certifié cet appui-là. Et là, elle aurait pu avoir tout le tonus qu'il faut pour dire, bon, mais c'est mon parti, le parti m'a choisi il y a une sorte de légitimité. C'est ça. En fait. La légitimité a été, si on veut, d'une certaine manière. C'est un peu ce qui est arrivé à Kamala Harris aussi. Il n'y a pas eu de course au leadership. Et ça vient fragiliser la légitimité. La légitimité, oui. Surtout que lorsqu'on est femme, encore, on pense que parfois on pense que vu qu'on est une femme, c'est une faveur qu'on nous a fait. Pourtant, c'est des femmes qui ont beaucoup de talent. De mérite. C'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Okay. D'accord? Que quand c'est ça tout le discours autour de l'EDI aux États-Unis présentement. Absolument. C'est-à-dire que les femmes, les Noirs, les personnes de LGBTQ qui accèdent à des postes vont dire, ouais, mais si tu as ce poste-là, c'est parce que tu es noir. Si tu as ce poste-là, c'est parce que tu es une femme. Si tu as ce poste-là, c'est parce que tu es gay. Si tu as ce poste-là... Donc, c'est tout ça qu'on veut nous faire croire. Et faire croire que les gens n'ont pas acquis ça sur le mérite. Donc, ça fait partie aussi du discours discriminatoire, raciste, misogyne, homophobe, etc. Ça fait partie de tout ça. Donc, et le démantèlement de ces programmes-là, actuellement, il est accompagné de ce discours. De dire que, bon, les gens, non, ça va être au mérite. Donc, ça veut dire, quand on dit que ça va être au mérite, ça veut dire qu'on dit que tout ce qui s'était fait avant n'était pas au mérite. Oui, justement, on va venir, on va parler du programme EDI, puis on sait que comment, ici au Québec, ce programme-là a été mis de l'avant. On parle de EDI dans la fonction publique, qu'elle soit québécoise, fédérale et aussi municipale. Puis, une des particularités au fédéral, c'est que lorsqu'on veut postuler pour un poste, on nous demande de nous auto-identifier, c'est-à-dire est-ce qu'on est noir, femme, etc. Puis, j'étais à une conférence, puis il y a une fonctionnaire qui a posé la question, ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que nos dirigeants vont suivre la vague pour couper ce genre de programme-là et dire que maintenant, ça va être au mérite, comme si on ne méritait pas, nous... Oui, mais j'espère qu'au Canada, on est différent. J'espère qu'on est différent. Je ne dis pas que si un gouvernement conservateur rentre au pouvoir, qu'il n'y a pas des acquis qu'on va perdre, mais essentiellement, les gouvernements qu'on a connus sont des gouvernements, je dirais, plus de centre-droit, centre-gauche. Donc, on est capable, malgré tout, de dire que ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles
ce sont des choses qui sont fondamentales. On n'aurait pas eu besoin de EDI au Québec pour plusieurs choses, par exemple. Je ne dis pas qu'il y a des fonctions dans des organisations dans lesquelles c'est fondamental, mais essentiellement, je pense que la société québécoise, on était déjà pas mal en avance sur tout le monde, oui. d'accord, dans ces choses-là. Il faut quand même reconnaître qui nous sommes. Comme société québécoise, nous avons déjà une très bonne longueur d'avance. Mais quand on regarde aux États-Unis, nous n'avons pas la même histoire. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les mêmes problèmes, mais nous n'avons pas la même histoire. Donc oui, il y a du racisme systémique ici, il y a de la misogynie systémique, il n'y a pas que le racisme qui est systémique, il y a de l'homophobie qui est systémique. Oui. Tout ça est systémique. Donc s'il y a de l'homophobie systémique, de la misogynie systémique, mon Dieu, il faudrait vraiment qu'on soit une société distincte pour qu'il n'y ait pas de racisme systémique. Absolument, même bien qu'on dit au Québec qu'on a une société distincte. Oui, mais on n'est pas si distinct que ça. C'est toujours une bonne maudite limite. Là. Oui. Exactement. Alors, je rappelle à tout le monde, on est avec Frédéric Boiron, auteur, professeur d'université. Non, je ne suis pas professeur. Alors, professeur au cégep. Non. Je suis chargé de cours. Ah, chargé de cours. Là, il y a une différence. Il y a une différence. OK, chargé de cours, bien sûr. Sociologue, bien entendu, il ne va pas dire le contraire. Alors, avec lui, on est en train de réfléchir pendant cette période, le mois de l'histoire des Noirs, sur des réalités qui nous concernent en tant que communauté. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Et c'est ainsi que vous avez... on est fiers qu'il nous représente comme communauté à travers ses propos, à travers la parole qu'il porte, à travers les précisions aussi qu'il aime donner, parce que souvent, on a tendance à mélanger les termes, mais lui, il est là pour porter la bonne parole et mettre les points sur les i. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire avec nous. Donc, Frédéric, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est en fait la place des Noirs ici au Québec, surtout le terme nègre. Moi, je suis un amant de la littérature et je viens de Jérémie, j'aime les lettres. Quand on lit dans le temps, il y a la négritude, ça a été toujours une fierté de parler de la négritude. On se rappelle par exemple Léopold Sédar Senghor, premier noir admis à l'Académie française. Lui, c'est quand même quelqu'un qui a fait la promotion de cette négritude. Aimé Césaire, on peut avoir tous les problèmes aussi avec Dr François Duvalier, mais il y a le côté noirisme quand même qu'il avait à travers ses écrits, il a fait la promotion. Mais on voit présentement, c'est comme le terme nègre, c'est devenu une insulte. Alors, pendant cette période, moi, je voudrais avoir cette réflexion avec vous, parce que ici, ils disent le mot en haine. En haine, exactement. On ne peut même pas citer. Tandis que pour nous, et même aux États-Unis, les chants, les négo spirituals, c'est quand même des chants de révolution, des chants de prise de conscience, de motivation. Mais c'est quoi votre réflexion sur D'abord, tout ça? je me dissocie de la référence à François Duvalier et le noirisme, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est porteur de terreur. Non, mais je dirais même de prétexte à une terreur. Ah, ok. D'accord? Donc, c'est pas du tout... Ça n'a aucun lien avec ce qu'ont voulu faire les pères de la négritude, dont Senghor... et Aimé Césaire et Gontran Damas, qui vient de la Guyane. Donc, ce sont vraiment les trois fondateurs qui voulaient qu'on comprenne que... C'est Édouard Stacco, que vous connaissez, qui est du sommet afro, qui m'a dit à un moment donné, mais dans ce débat sur le mot nègre, sur le mot en haine, il m'a dit, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, les Haïtiens, c'est un mot que nous avons dompté. Oui. D'accord? C'est-à-dire que ça fait partie de notre vocabulaire de tous les jours en créole, donc c'est-à-dire que ça exprime quelque chose. Absolument. Et c'est un mot qu'on retrouve dans des chants révolutionnaires, dans la poésie, dans les poèmes, pas seulement en Haïti. Je parle de Gontran Damas. Il a un de ses poèmes qui a été déclamé par Christiane Taubira à l'Assemblée nationale. Vous avez intérêt à écouter ça. Quand ça me reviendra tantôt, je vous le dirai une partie. Nous les nègres, nous les maigres, qu'attendons-nous pour
pisser sur cette misère qui nous est faite ou quelque chose comme ça. Mais c'est dans Black Label. Vous irez chercher, c'est quand même quelque chose de magnifique. Vous irez le chercher sur YouTube pour écouter Taubira déclamer. D'accord? La beauté de la chose est là. Et donc, et moi, j'ai donné des conférences où j'ai dit aux gens, ben, on va faire un voyage tous les deux. On va descendre à l'aéroport à Port-au-Prince. Vous allez demander à un chauffeur de taxi de vous amener à la ville qui s'appelle Fond-du-Mot en N. Moi, je vais lui demander de m'amener à Fond-des-Nègres. Puis on va voir c'est qui va arriver en premier. Okay? Puis je leur dis, Fond-des-Nègres, c'est à 15 km de Fond-des-Blancs. Oui. Donc, ça veut dire que pour nous, ces histoires-là... Mais vous connaissez le pays. Ben, bien sûr, ben, c'est mon pays. Mais vous avez laissé à 12 ans, quand même. Oui, mais quand même, c'est mon pays. J'y retournais, jusqu'à tout récemment, j'y retournais pour aller visiter le pays. Donc, c'est-à-dire que ces mots-là, dans notre culture, n'ont pas d'importance. Évidemment, quand vous avez devant vous des gens qui utilisent ce même mot pour vous insulter, absolument. Donc là, on a un problème. Maintenant, c'est comment on fait pour justement reprendre le contrôle du mot. Moi, je ne suis pas pour qu'on dise aux gens de ne pas utiliser un mot. Moi non plus. Parce que ce que je dis, il n'y a aucun mot qui, quand on ouvre le dictionnaire, on voit le mot qui a une valeur. C'est ça. Le mot n'a aucune valeur. Il n'a aucun poids. Le poids va être donné par la façon qu'on va l'utiliser. Absolument. Le même mot qu'on utilise dans les chants patriotiques haïtiens, dans les poèmes, dans les textes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, mais c'est ce même mot qu'on va utiliser au Québec, en France, pour insulter. Absolument. Donc, c'est qui va prendre le contrôle du mot. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut redonner leur vraie valeur au mot. Et pour moi, le mot nègre, c'est un mot qu'il faut recommencer à dompter. On n'a pas fini le travail. Non, on n'a pas fini le travail. D'où la raison pour laquelle, en 2020, vous avez produit un premier rapport en tant que conseiller stratégique indépendant pour le SPVM. 5 ans plus tard, d'ailleurs, en 2022, il y a eu un deuxième rapport. 5 ans plus tard, êtes-vous satisfait de l'évolution du SPVM face à la communauté noire en ce qui a trait au profilage racial? On va parler de culture organisationnelle. D'ailleurs, vous venez de dire que ça prend des décennies ou une vie pour changer une culture. Et aussi au niveau de l'EDI, puisqu'on en parle. Bon, alors, pendant que j'étais au SPVM, il y a un département d'EDI qui a été mis sur pied, qui est occupé par Rose-André Hubard, qui est haïtienne, et qui relève directement du directeur de la police. Okay. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pris à la légère. D'abord, non seulement Rose-André est extrêmement compétente pour faire son travail, mais elle relève directement de Fadi Daguerre, pour qui c'est une préoccupation majeure. Donc, ne serait-ce que pour cet élément-là, je pense que le travail que nous avons fait de réflexion est extrêmement intéressant. Fadi Daguerre est arrivé aussi avec d'autres programmes, par exemple, d'amener les gens, ces policiers, ces nouveaux policiers, dans des communautés, à fréquenter les gens, etc. Un programme d'immersion qui est très intéressant. Absolument. Maintenant, mon travail à moi, c'était de dire au SPVM et aux policiers, lorsque vous regardez quelqu'un, vous devez vous assurer de voir que ce qui est essentiel. Et la difficulté de ça, c'est que le travail de policier est basé sur l'identification de l'individu. Et l'identification de l'individu est basée sur, entre autres, la couleur de sa peau. Donc, on était dans des zones grises. Maintenant, ce que vous devez savoir, je me suis assis avec le président du syndicat des policiers. Il m'a dit, l'insulte suprême pour un policier, c'est de se faire traiter de raciste. Puis je lui ai dit, je vais vous donner la recette pour ne plus jamais vous faire traiter de raciste. Jusqu'en 1974, au Québec, par loi, la profession de policier était réservée uniquement aux hommes. Maintenant, quand une problématique est systémique, ça ne veut pas dire que quand on change la loi, que les femmes sont déjà bienvenues le lendemain matin. Alors, 50 ans plus tard,
51 ans plus tard, aujourd'hui, il y a encore de la discrimination envers les femmes policières. OK. D'accord? Ou des craintes, ou toutes sortes de petites tensions, de micro-agressions. Oui, je D'accord? Maintenant, jusqu'en 1984, pour être policier au Québec, il fallait mesurer 5 pieds 8. Oh, OK. D'accord? Donc, les communautés autochtones, les communautés asiatiques, plusieurs communautés noires, les communautés latino-américaines n'ont pas une moyenne de 5 pieds 8. On parle de 5 pieds 5, 5 pieds 6. D'accord? Donc, vous comprenez que la police a été, pendant 50 ans, réservée à des géants hommes blancs. D'accord? Et si vous allez maintenant, aujourd'hui, dans un poste de police, regardez, vous allez voir, est-ce que ce que je viens de vous dire là, les policiers ne ressemblent pas à ça? OK? Des grands hommes blancs. Ouais. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites parce que nous avançons. Il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont chefs de police au Québec. Il y a des femmes qui dirigent des grands corps de police au Québec. Il y a une femme qui dirige la SQ. Donc, il y a des gens de différentes communautés latino-américaines, autochtones, haïtiennes et autres qui sont dans la police et qui ne mesurent pas 5 pieds 8. Donc, ça veut dire que nous avançons. Cependant, ce que je dis aux policiers, c'est que si vous ne voulez pas être traité de raciste, de misogyne, d'homophobe, de tout ce que vous voulez, et là, je dois aussi vous ajouter que en 2017, Denis Coderre avait présenté des excuses à la communauté LGBTQ pour les abus qui avaient été faits à cette communauté-là pendant les années 60, 70, 80, 90, 2000. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y avait une difficulté des communautés LGBTQ avec la police qui faisait des abus. D'accord? Maintenant, je leur dis, si vous ne voulez pas être traité de raciste, la seule façon que vous pouvez vous échapper, et c'est bon pour n'importe qui nous écoute aujourd'hui, pour toutes sortes de discriminations, je leur dis, traitez tout le monde comme si c'était un homme blanc, hétérosexuel de 5 pieds 8. Vous n'aurez aucun problème. C'est un gros défi. Le médicament passe partout. Essayez ça. Oui, on va l'essayer. En tout cas, vous me demandez si j'ai vu des changements. Oui. Et moi, je dis d'abord, je vois un leadership au SPVM qui est extrêmement inspirant. Je vois des policiers que je rencontre, je participe à des comités avec eux encore aujourd'hui. Je sens qu'il y a une volonté, c'est vrai, qu'on veut absolument éviter que des choses malencontreuses, qu'il y ait des actes racistes, etc. On veut ça, mais évidemment, c'est la police de Montréal, c'est 6 000 personnes. Hein. C'est 4 000 policiers plus 2 000 civils. Donc, la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui commette un geste inapproprié, qui dise un propos inapproprié, c'est pas facile à contrôler. Et quand ça va arriver, c'est tout le service de police qui va payer le prix. Qui va payer le prix, C'est ça. On l'a vu aux États-Unis, l'affaire Nichols, par exemple, ou l'affaire George Floyd. C'est toute la police de Minneapolis qui en a pris pour son rhume. Oui, bien oui. D'accord? Ben oui. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça n'arrive pas à Montréal. Mais en même temps, je me dis, on ne peut pas le contrôler. Non. D'accord? On ne peut pas le contrôler. Mais quand ça va arriver, moi, je suis convaincu que le travail qui se fait actuellement est fait pour que ça n'arrive pas. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. On n'a pas eu de cas spectaculaires. On n'a pas eu de cas spectaculaires depuis l'affaire Camara. On n'a pas eu de cas spectaculaires. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais il n'y a pas eu de cas spectaculaires. Donc, il y a un travail qui se fait. Moi, je suis très content de ce que j'ai fait comme travail avec eux. Je suis très content. Et ce n'est pas ce qu'on fait comme travail qui est important. C'est ce que les autres font avec le travail qu'on a fait. Oui, effectivement. Et moi, Fadi Daguerre s'était engagé à mettre en application l'ensemble de mes recommandations. Puis je les vois. Je vois ces recommandations-là se mettre en application. Donc, je n'ai pas de souci. Puis je sais que la personne qui les met en application, il ne le fait pas parce qu'il veut se débarrasser d'un gars qui a écrit un rapport. Là. Généralement, si on n'est pas content d'un rapport, on met ça dans la filière 13, puis c'est fini. C'est parce que je suis très content de voir que ces rapports-là ont été pris au sérieux, puis qu'on décide,
on va les mettre en application et c'est parfait. C'est excellent. Alors, je pense que Boussy nous fait signe si c'était que ça passe vite. Moi, je ne suis pas pressé. Hein? Mais c'est beaucoup de questions parce que, si vous me le permettez, allez-y. Ferlin Jackson, on parle de sécurité de la frontière. Est-ce qu'il y a une menace où les migrants, c'est vu comme une menace parce qu'on parle de sécurité à la frontière? Okay. Puisqu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs, allons-y avec notre propre communauté. Oui, notre communauté. Notre propre communauté. Cette semaine, Donald Trump a annoncé la suspension de la TPS, le Temporary Protection Service, pour les Haïtiens. Pour les Haïtiens, oui. C'est beaucoup de monde, là. Oui. Okay? C'est beaucoup de monde. Mais ce n'est pas seulement celui-là qui est suspendu. Il y a aussi le programme qu'on appelle Biden. D'accord? C'est aussi un programme qui est venu permettre à des Haïtiens de rentrer là-bas pour un visa de 2 ans. Mais je vais vous raconter quelque chose. En 2017, là, je vais sortir mes notes, parce que je vous dois bien ça. En 2017, le 3 mai 2017, John F. Kelly, qui était secrétaire du département du Homeland, a débarqué à Port-au-Prince pour aller aviser Jovenel Moïse de se préparer à recevoir 54 000 Haïtiens parce qu'on allait terminer le programme de TPS. Okay. Pourquoi? Parce que le TPS a été établi après le tremblement de terre. Ce que dit le programme TPS, pas seulement pour les Haïtiens, mais pour tout le monde, si vous êtes aux États-Unis et qu'il y a un problème dans votre pays, nous allons vous garder ici jusqu'à ce que le problème soit réglé. Oui, soit résolu. D'accord? 15 ans plus tard, il y a eu un autre tremblement de terre après. 15 ans plus tard, le pays n'a pas réglé ses problèmes. Donc, les gens qui sont sur le TPS aux États-Unis, d'une certaine manière, et je ne vais pas défendre Donald Trump, j'essaie juste d'être le plus rationnel possible dans ce que je vous donne comme information. Le TPS, c'est pour quand ton pays a un problème. Ton pays doit résoudre le problème. 15 ans plus tard, la classe politique haïtienne n'a rien résolu. Absolument. Donc, les gens qui sont aux États-Unis bénéficient d'un assouplissement de la TPS, parce que, normalement, ils auraient dû retourner 2 ou 3 ans plus tard. Maintenant, le pays est devenu un chaos total. Et moi, je me suis évertué à expliquer que Haïti est un pays en guerre civile. Absolument. J'ai fait une présentation à la Chambre à Ottawa, devant une commission, pour expliquer pourquoi c'est une guerre civile. J'ai eu beaucoup de difficultés, les gens ne comprenaient pas trop pourquoi je disais que c'était une guerre civile, que je disais que ce n'est pas des gangs, c'est des milices armées, etc. Mais voilà qu'au 1er janvier 2025, les gangs ont déclaré qu'ils sont maintenant un parti politique. Exactement. Donc, c'est aberrant. Ils viennent de confirmer ma théorie. Parce que la guerre civile, c'est pour prendre le pouvoir. Mais oui, c'est pour prendre le pouvoir. Et les gangs ont maintenant mis en place une structure claire pour prendre le pouvoir. Oui. D'accord? Maintenant, pendant que moi, j'essaie de faire cette démonstration pour dire que c'est un pays en guerre, on ne peut pas retourner les gens dans un pays en guerre, etc., etc. Et je suis convaincu que je ne fais pas ça par sentimentalité pour les Haïtiens qui sont sur le TPS aux États-Unis. Je le fais par logique rationnelle. C'est ma job d'arriver avec des choses rationnelles. Je ne peux pas arriver avec n'importe quoi. Dire, ben ça, on la guerre civile. Non, je le prouve. D'accord? Et maintenant, ce que j'essaie de prouver est confirmé. D'accord? Par le fait que ils décident de se positionner pour prendre le pouvoir. Ce qu'ils avaient déjà fait, mais que c'était plus difficile de le démontrer, de le gratter. Bon, ben, enfin. Maintenant, pendant que je fais cette démonstration-là, pendant que aujourd'hui, je vous dis, ben, le pays est en guerre, les milices se sont maintenant déclarées comme prêtes à prendre le pouvoir. Donc, pas de problème. Pendant ce temps-là, hier, je suis chez moi, je tombe sur une vidéo de Tidjo Zeni, qui annonce qu'il va faire un bal à Jacmel, un bal à Okaï, un bal au Cap, un bal à Wanamet, un bal à César. On ne fait pas ça dans un pays en guerre. Ben justement, c'est là que je vais venir, parce que j'ai comme l'impression, on parle de Tidjo Zeni, mais moi, il n'y a pas si longtemps,
J'étais abasourdie quand j'ai vu des gangs armés en train de fêter leur anniversaire, puis le Ouais, peuple, le carnaval, il y avait le carnaval. le peuple en train de danser. Puis je me dis, OK. Maintenant qu'on dit ça, maintenant que je vous dis que depuis le 3 mai 2017, Ouais. qu'on a avisé Jovenel Moïse que ce serait la fin du TPS, que pour toutes sortes de raisons, on a arrêté. Lui, il avait demandé 18 mois. Uh-huh. OK? On lui avait accordé les 18 mois avant de commencer à retourner les gens. Puis pour toutes sortes de raisons, bon, c'est pas arrivé. Bon, c'est arrêté là. Il y a eu toutes sortes de problèmes en Haïti par la suite. Bon, peut-être que les choses se sont adoucies. Maintenant, le problème, c'est que les Américains sont de plein droit de dire, nous, on ne veut plus vous garder. Parce qu'on vous avait donné un statut temporaire. Temporaire. D'accord? Ils sont de plein droit de dire ça. Ils sont de plein... Moi, j'avais dit qu'ils allaient déclarer que Haïti est un pays sécuritaire. C'est tout ce qu'ils ont à faire. D'accord? Ils peuvent le faire. Puisque Guimbal, Ouais, c'est ça. Ben oui. donc c'est un pays Il y a sécuritaire. On peut carnaval. aller danser. Il y a carnaval. En plus, il y a carnaval. Ouais. Il y a des voyages. La Chambre de commerce haïtienne organise un voyage d'affaires là, en Haïti. Chambre de commerce haïtienne à Montréal. Oui, au Cap. Ils organisent un voyage d'affaires. Explorer des affaires au Cap haïtien. Ben, c'est quelle affaire? Donc, ça veut dire Le que... pays est still open for business. Open for business. Open for business avec qui? Ah ben, Le mais s'il pays y a est open voyage for d'affaires. business. Donc, il y a des voyages d'affaires, il y a exploration d'affaires, il y a des gens qui font des voyages organisés au Cap. Donc, ça veut dire que moi, ma théorie de dire que c'est un pays en guerre, j'ai l'air un peu fou. Ouais. OK? J'ai l'air un peu fou. Maintenant, parce que j'ai l'air un peu fou, maintenant, on va couper la TPS, d'accord? Et le programme Biden. Maintenant, ce qui nous concerne, nous, c'est où iront ces gens? Absolument. Où iront ces gens? Oui. Est-ce que ces gens vont... Parce que dès le départ, quand on a parlé de l'arrivée de Trump, les gouvernements du Québec et du Canada disaient qu'il va falloir se préparer parce qu'il va y avoir affluence à la frontière. Absolument. Maintenant, nous, comme communauté haïtienne, comme communauté noire, nous avons regardé est-ce que l'impact de cette décision de l'administration américaine va faire qu'il y a des gens qui vont traverser la frontière pour rentrer au Québec. Oui. Donc là, il faut s'y préparer. Okay? Il faut s'y préparer parce que c'est une très forte éventualité. Ben oui. C'est certain. Voilà. C'est comme en 2017, je pense, premier mandat de M. Trump, lorsqu'on a eu beaucoup de gens, beaucoup de migrants à la frontière. Premier mandat, à l'époque, le chemin Roxham était ouvert. Il y a eu ça. Armée. En fait, aussi, en 2010, tout de suite en 2010, quand ils ont mis en place le TPS pour les Haïtiens, il y a eu pas loin de 140 ou 160 Haïtiens qui ont fait le chemin inverse pour aller chercher le TPS aux États-Unis. Donc, il y aura toujours des va-et-vient de ce genre-là. C'est ça. Tout ça est disponible sur mon site web. Excellent. Ben oui. En tout cas. Oh my God. Gratis en plus. Ouais, c'est gratuit. Gratis t-shirt. Mais- Gratuité pour se former, s'éduquer. C'est ça. En fait, on ne sait pas comment vous remercier, au fait. Oui. Il n'y a pas de problème. Frédéric Boiron. Mais juste un mot sur le... Parce que souvent, on parle de racisme systémique ici. Ça vous dit quoi? Monsieur Legault dit qu'il n'y a pas de racisme systémique. Exactement. Vous répondez quoi? Regardez. Alors, François Legault dit... François Legault... Écoutez, je vous donne un scoop, d'accord? Exact. Parce que ça, c'est quelque chose que... Scoop! C'est quelque chose que je dois écrire là-dessus, puis je ne l'ai pas encore fait. Mais François Legault a dit à un moment donné que il a pris son petit Robert, il a regardé la définition de systémique dans le petit Robert, et systémique, ça a rapport à un système. Oui. Et comme il n'y a pas de système qui crée des racistes au Québec, il n'y a pas de racisme systémique. D'accord? Ça, c'est la logique de François Legault. Moi, j'ai pris mon dictionnaire, mon petit Robert, puis en passant, c'est pas pour rien qu'on appelle ça petit Robert. Petit n'est pas le prénom de Robert. D'accord? C'est parce qu'il est vraiment petit. OK? J'ai regardé la définition de révolution. Ça dit, c'est un objet qui tourne autour d'un autre objet. Et là, je me suis dit, il n'y a pas eu de révolution tranquille au Québec. Parce qu'il n'y a rien qui Il n'y a rien qui a tourné autour de rien. J'adore. OK? Bon.
Maintenant, je vais vous donner la définition du racisme systémique selon François Legault. Oui. François Legault a présenté des excuses à la famille de Joyce Echaquan à l'Assemblée nationale. Et il a dit ceci. Et je vous le dis exactement comme il l'a dit parce que ça fait des je me le répète tout le temps. Les personnes autochtones ont subi des blessures, ont subi de la discrimination qui a laissé des blessures profondes. D'accord? Qui durent encore depuis des années. Et moi, je dis que... Et ça a laissé des traces. D'accord? Voici comment il le dit. Le racisme systémique, selon le sénateur Murray Sinclair, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. Oui, j'ai vu ça dans le rapport. D'accord? Le racisme qui reste quand les racistes sont partis. N'oubliez jamais ça. Ce que François Legault vient de vous dire, c'est que les personnes autochtones ont subi un racisme qui, des décennies plus tard, des centaines d'années plus tard, ont laissé des traces. Donc, ces traces-là, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. D'accord? Ouais. C'est les blessures profondes. Ce sont des blessures que les Autochtones portent en eux jusqu'à présent. Ben oui. C'est ça le racisme systémique. Ouais. Donc, ces traces-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient racistes, qui ont laissé des traces dans la culture des organisations, Oui, qui font que les gens qui arrivent dans ces organisations sont traités différemment. absolument. OK? Donc, la meilleure définition du racisme systémique, je ne sais pas c'est qui a écrit le discours de François Legault. Si j'étais à sa place, je l'aurais congédié parce qu'il contredit François Legault. Il lui fait dire quelque chose qui est contre ce que lui-même a dit. Oui. D'accord? Parce que le racisme systémique, c'est effectivement ça. C'est les traces de racisme qui restent dans la culture des organisations. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au SPVM, si vous êtes une personne d'une X, d'une femme, une personne de 5 pieds 5, etc., puis qu'il y a un homme blanc, hétérosexuel de 5 pieds 8 qui se présente, c'est pas automatique que quelqu'un va dire, tiens, on va le prendre, lui, il est grand, non. Mais c'est dans la tête. Ouais. Tu sais, C'est un réflexe, hein? c'est le réflexe. C'est mieux que ça. J'ai bien commencé avec toi tantôt, là. C'est mieux que ça. Hein? Non, là, je perds le... C'est le eux autres, on le sait bien. On le sait bien. c'est Oh ça. oui, c'est le eux autres, on le sait sait bien. bien. C'est ça. Oh. C'est le eux autres, on le sait bien. Le eux autres, on le sait bien, c'est ce que nous gardons tous en nous comme trace du racisme, de la misogynie, de l'homophobie, de la transphobie, de la grossophobie, de toutes les phobies que vous pouvez imaginer. Oui. C'est qu'on l'a tous dans notre tête. On a commencé avec ça, on finit avec ça. Quelle belle façon Excellent. de terminer. Et c'était appétissant. Ouais, eux Très autres, on le appétissant. sait bien. Eux autres, on Alors, le sait bien. merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. J'espère que vous allez aimer. Vous avez aimé, évidemment, les propos de Frédéric Boiron. Donc, On va Monsieur dire Boiron, l'intervention. oui, l'intervention, ça c'est précision. Alors, j'espère que c'est pas la dernière fois que vous allez passer nous voir, Monsieur Frédéric Boiron. Donc, merci encore une fois, c'était un plaisir. Mais un dernier mot, ça doit être quoi? Ben, d'abord, moi, je vous félicite. Merci beaucoup. C'est un très beau studio. Vous êtes très bien équipé. Vous êtes bien préparé à recevoir vos invités. Ça Vous nous avez fait rendu plaisir. la conversation intéressante. Et puis, continuez. Et puis, toujours vous rappeler que c'est d'abord dans votre tête que les choses se passent. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous dire, eux autres, on le sait bien. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer ça, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, vous allez le regretter. C'est excellent. Absolument. D'accord? C'est inévitable, vous allez le regretter. Super. Donc, encore une fois, merci. Charline, c'était un plaisir Oh my d'avoir God, partagé le micro avec toi. Merci, Monsieur Boiron. Merci, Frédéric. Sincèrement, je peux dire que j'ai hâte au prochain essai ou au prochain roman, ou je ne sais pas si ça va être un essai ou un roman. Je ne suis pas romancier. Hein. Moi, j'écris des essais politiques. Des essais politiques. Et moi, je dis aux gens, avant d'acheter mes livres, allez sur mon site web, Oui. www.frédéricboiron.com. Vous avez plus d'articles, d'ailleurs plusieurs choses dont j'ai discuté avec vous Oui, ce c'est là. soir sont C'est déjà ça. sur le site. C'est gratuit. Allez lire. Oui. Parce que je ne veux pas que vous achetiez mes livres et que vous ne les lisiez pas. Donc, parce que j'en ai pas beaucoup, puis je ne suis pas un vendeur de livres, je suis un gars qui vend des idées.
Donc, je partage des idées. Donc, avant d'acheter mes livres, allez sur le site, lisez les textes. Si vous aimez, si vous trouvez que ça a de l'allure, il y a plusieurs textes qui sont dans les livres. Donc, vous avez déjà, même si vous ne voulez pas en acheter, c'est pas plus grave. Moi, ce que je veux, c'est que vous me lisiez. Oui, D'accord? absolument. C'est que vous me lisiez puis que vous en parliez à des amis, que ça fasse des débats, ça nous Ça fait un construise. écho, C'est en ça, ça nous construise, que ça participe à l'éducation des gens autour de moi. J'ai la chance d'enseigner. C'est comme si je donnais un cours gratis, finalement, d'accord? Ouais. Donc, allez-y, avant de dépenser votre 25$ ou 32$ avec le frais de poste pour acheter mes livres, allez lire. Si vous aimez, achetez les livres. Si vous n'aimez pas, n'achetez pas. Parce que si vous achetez, vous privez quelqu'un d'autre d'une copie. Quelqu'un qui va le lire. Quelqu'un qui va le lire. C'est ça. Excellent. Ah ben, c'est ça, c'est la fin. Merci à Brice Lee Joseph Merci, qui monsieur. était derrière tout ce qu'il y a comme manœuvre technique. Donc, merci encore une fois. On se donne rendez-vous à la prochaine.